Bonjour à tous. Donc je vais me présenter d'abord. Je suis Pierre-Yves Gaille, je suis cadre de santé. Alors un cadre de santé, c'est un infirmier qui, pour ceux qui ne sont pas soignants, qui au bout de quelques années fait une école spécifique qui dure un an, qui le forme plus ou moins au management et à la formation. Voilà. Donc je suis cadre de santé en exercice de formation depuis 3 ans sur l'IFSI du PREMS, anciennement Rangueil. Auparavant, j'ai été cadre de santé sur des urgences psychiatriques, sur des services d'hospitalisation traditionnelle en psychiatrie, et j'ai eu une carrière d'infirmier en psychiatrie uniquement. C'est pas réducteur, hein, mais voilà, ça s'est trouvé comme ça, où j'ai été explorer la psychiatrie adulte, la pédopsychiatrie, des unités d'admission, des unités extra-hospitalières. Et c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Voilà. Actuellement, je suis donc cadre de santé formateur et j'interviens à la formation depuis bientôt 3 ans. Quand je suis arrivé dans la formation, on m'a dit il faudrait que tu fasses quelque chose sur la contention en psychiatrie. Parce que, j'ai remplacé une personne qui était partie, qui faisait ce cours-là. Donc, je me suis emparé de cette formation, surtout que je sortais d'une expérience un peu particulière qui s'appelle la certification. Je ne sais pas si les soignants savent de quoi je parle, la certification. Et j'avais eu pas mal à partir, mais ça avait été un peu compliqué avec le visiteur qui était venu nous certifier dans le service, justement par rapport aux documents, par rapport à la traçabilité et aux nouvelles mesures qui sont en vigueur en psychiatrie, en unité d'hospitalisation traditionnelle de psychiatrie, lorsque vous placez quelqu'un, une personne, en isolement, voilà, et en contention. Donc je vais reprendre un peu ces éléments-là. C'est ce qui m'a un peu moi sensibilisé. Je me suis dit, il y a du nouveau, il y a des changements. On parlait avant de pratique de soins, c'est plus le cas. Moi je dis à mes étudiants, ce n'est plus une pratique de soins. La contention et l'isolement ne sont plus des pratiques de soins, mais exigent une posture soignante. Voilà. Et ça après, pour moi, on change un petit peu de regard. Donc c'est fort de ça que je suis parti avec ces objectifs, de rappeler le contexte effectivement législatif, social des pratiques de contention et d'isolement, et aussi après de repartir sur les recommandations HAS qui ont été éditées en 2017, qui posent là le cadre assez juste et formel de la contention et de l'isolement. Alors, je suppose que... Voilà. Donc, alors, j'essaie de me mettre un peu à l'aise avec le micro. Depuis plusieurs années, alors, je pense que je vais vous répéter des choses que vous avez déjà entendues ou que vous allez entendre de toute façon, mais bon. Les diverses autorités rappellent l'attention sur les recours aux mesures de contention et d'isolement, et considèrent que l'usage n'est pas toujours adapté. Et surtout, ce qu'on a remarqué, c'est que ces pratiques de contention et d'isolement, on pensait qu'elles étaient un peu oubliées, et en fait, il y avait une recrudescence. Voilà, recrudescence de ces pratiques. On mettait de plus en plus de patients en isolement, on les contenait de plus en plus. Donc, on a été en France épinglé par des rapports européens assez divers et variés, par le contrôleur général des lieux de privation de liberté. Je n'arrive jamais à le dire, je l'ai rencontré. Ça m'a traumatisé, parce que je vous raconterai cette expérience-là aussi, des lieux de privation de liberté. Voilà, tout ça c'était un peu nouveau aussi, ça a apparu ces dernières années. Donc c'est un sujet quand même sensible, éthique et légal. On est dans ce domaine-là. Ça parle des respects des libertés individuelles, mais de la sécurité du patient et des autres. Voilà. Donc, bon, ça c'est les chiffres de 2016, excusez-moi, certainement que vous en aurez d'autres plus frais. 92 000 personnes
En soins sous contrainte, je rappelle qu'en psychiatrie, on peut être en France, c'est le seul endroit où on peut être hospitalisé sans consentement. Et pas ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être hospitalisé, on ne peut pas vous faire des soins sans votre consentement dans les autres domaines de la médecine. Gériatrie, oncologie, cardiologie. Vous pouvez refuser d'avoir des soins. Ça va entraîner certainement beaucoup de démarches. On va essayer de vous convaincre. Mais on n'est pas obligé de vous contraindre à des soins. En psychiatrie, on peut le faire. Et c'est légiféré, c'est encadré. 24% des personnes hospitalisées à temps complet sont sous contrainte. Voilà. La règle, normalement, aussi pour sortir un peu des représentations que vous pourriez avoir, la règle à l'hôpital psychiatrique, c'est qu'on est hospitalisé en HL, en hospitalisation libre. Ça, c'est le principe de base. Et la plupart des patients sont en libre, sauf 24%. Augmentation récente des soins sous contrainte, plus 15%, et je pense qu'on a encore augmenté. Mais on a aussi une file active qui augmente de 5%. Alors de là à dire qu'il y a un besoin qui a augmenté aussi en soins en psychiatrie et santé mentale, moi je vais le faire, ce raccourci, ça ne me pose pas de problème. Hein. Mais je pense aussi qu'il y a quand même une... Si on réfléchit sur tout ça, il y a un besoin aussi de prendre en soin différemment et de repenser le soin auprès de ces personnes. Alors, le rapport du contrôleur général des privations de liberté qui alerte sur les fortes disparités entre les différents établissements. Effectivement, comme c'était peu encadré, tout se voyait, voilà. Bon, la loi du 26 janvier, vous le reverrez, donc je vais passer assez rapidement. Mais moi, voilà, j'insiste vraiment auprès des étudiants pour leur dire que ce sont des pratiques de dernier recours pour prévenir un danger immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre. Voilà. Et que vraiment, et moi j'insiste tellement que je suis assez satisfait parce que je le retrouve sur les copies après. Voilà, si on le met en isolement, mais c'est parce qu'on a tout essayé avant, c'est une pratique de dernier recours, alors je suis très content. Je me dis, tu as bien fait ton boulot. Et j'insiste sur ça, c'est une pratique, et d'ailleurs, voilà, comme je vous ai dit, pour moi, ce n'est plus une pratique de soins, mais c'est une intervention qui va exiger une posture soignante. Voilà. Et j'insiste sur ça. Un registre, et ça c'est la nouveauté depuis 2016, est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie. Ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée, le nom des professionnels de santé l'ayant surveillé. Voilà, c'est-à-dire que chaque fois que vous mettez quelqu'un, une personne, vous la placez en isolement et que vous la contenez en contention, vous devez remplir ce registre. Il va y avoir des fiches de surveillance que je vais vous montrer qui sont assez complètes et assez ardues à remplir, mais aussi cette personne, cette mesure-là va apparaître dans un registre. Alors moi, quand ce registre est apparu, j'étais cadre de santé, donc il fallait que je m'occupe à chaque fois que j'avais un isolement, une contention dans le service, de récupérer les données pour les renvoyer au directeur, qui, après tous les ans, renvoie ce registre à l'ARS. Alors, lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée. Alors, pour les vieux soignants, du moins ce que je commence à être comme moi, ça a été un peu étonnant quand même qu'on nous rappelle ces principes, parce qu'on s'est dit, mais enfin, c'est quand même, ça sous-tend le respect, des mesures adaptées, la dignité, c'est quand même les bases de notre formation, de notre métier. Mais bon, donc il fallait quand même à un moment donné répéter, rafraîchir un peu ces concepts princeps. Alors, c'est toujours le code de la santé publique. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques, je vais passer, là vous le reverrez je pense cet après-midi un peu plus précisément, est informée. C'est-à-dire que toute personne qui a un soin sans consentement est informée qu'elle l'est. Je peux vous dire, enfin maintenant c'est la règle, mais c'était pas, voilà, dans mon passé, il y avait des personnes qui ne l'étaient pas. Le plus rapidement possible, à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions. D'ailleurs, pour les soignants qui exercent en psychiatrie,
À chaque fois que vous faites un certificat dans une procédure d'admission, vous allez le faire signer au patient en disant c'est une information, je vous fais signer ce papier disant que vous êtes à 24 heures de votre hospitalisation, à 72 heures de la procédure de soins sans consentement, et ainsi de suite. Bon, mais ça on ne va pas reprendre maintenant les procédures de soins sans consentement, mais chaque fois vous devez informer le patient et lui faire signer un document. Et s'il ne signe pas, c'est son droit, hein, voilà. C'est vous qui signez, pas à sa place, hein, vous mentionnez le fait qu'il a refusé de signer. Il faut chercher aussi, bien sûr, mais là maintenant je pense que tout soignant est assez au clair avec ça, la personne ressource, hein, la personne de confiance, et pouvoir avertir et dire effectivement on va avertir aussi votre famille, votre personne ressource que bon, vous êtes sans consentement ou qu'en ce moment ça ne va pas bien, qu'on a dû vous contentionner ou qu'on a dû vous mettre en chambre d'isolement. On va informer aussi les proches. Tout ça, ça se faisait plus ou moins, mais c'était pas légiféré, c'était pas encadré. Hein. L'HAS n'avait pas vraiment, s'était pas penché sur ça, et c'est vrai que cette procédure, j'aime pas trop ce mot, mais quand même a permis de rappeler aussi ce qu'on devait faire à toutes les étapes. Bon, alors, le Code de la santé publique nous recommande de communiquer avec le patient, de dire au patient du moins qu'il a le droit de communiquer avec les autorités mentionnées, de prendre conseil d'un médecin ou d'un avocat de son choix. D'ailleurs, sur une procédure de soins sans consentement, il va rencontrer le juge des libertés à un moment de son hospitalisation, et s'il n'a pas d'avocat, il peut être représenté par un avocat, et de toute façon, s'il n'en a pas, il y a un avocat commis d'office qui est présent le jour où il rencontre le juge des libertés. Moi, j'ai souvent fait accompagner des patients sur ce moment-là. Je recommande aux soignants, aux étudiants en soins infirmiers d'aller voir ça, parce que c'est toujours intéressant, et de voir le rapport avec le juge des libertés. Voilà. D'émettre, de recevoir des courriers, ça vous paraît évident, mais nombreux lieux de soins où on dit on vous prend le portable parce que il faut un peu que vous soyez au calme, coupé. Ça peut s'entendre, hein. Vous avez un environnement conflictuel, ça va pas autour de vous. On va faire en sorte que vous régressiez un peu, hein, que vous soyez bien avec nous. Donc on va vous prendre tout stimulant. Ça, c'est refuser un courrier, en fait. C'est voilà. Hein. Et puis aussi, au nom de, vous savez, ici, c'est un service à risque, dont aucun patient n'a le portable, donc on va pas vous prendre le vôtre. Voilà. Mais moi, j'ai pas de problème. Oui, mais ici, personne n'a de portable. Vous voyez, il y a aussi des choses qui se mettent en place des fois, des habitudes qui font qu'on sort aussi des règles simples de la relation. De consulter le règlement intérieur de l'établissement, de toute façon maintenant c'est bon, il est affiché, d'exercer son droit de vote. Hein, moi en tant que cadre de santé, je peux dire c'est assez compliqué hein, de faire les procurations, de se livrer à des activités religieuses ou philosophiques de son choix. Bon, alors l'infirmier, dans le cadre de la santé publique, là aussi encadre sa formation, sa profession. Il accomplit dans le cadre de son rôle propre les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage. Donc ça fait partie du rôle propre de l'infirmier, n'a pas besoin que le médecin lui dise il faut que tu fasses ça, de surveiller, d'évaluer et d'informer le patient. Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention. C'est assez important parce qu'on s'est rendu compte que dans les mises sous contention en chambre d'isolement, il y avait quand même quelques décès, hein, des patients qui décédaient. Ils décèdent pourquoi ? Parce que ils font soit une hyperthermie voilà, maligne hein, qu'on n'a pas su observer, soit la plupart du temps c'est par régurgitation. Hein, vous voyez, donc ils s'étouffent. Hein, ces patients sont attachés voilà, dans un lit à plat en principe. Les lits de chambre d'isolement sont scellés au sol. Alors ça vous paraît barbare comme ça, mais quand vous êtes témoin d'une agitation d'un patient qui délire, qui est persuadé qu'il a le mal en lui ou que vous l'êtes, hein, et c'est ça, pour le patient, c'est sa réalité. Je veux dire, elle n'est pas opposable à la vôtre. C'est sa réalité, point barre. Hein, et qui vous en veut parce que vous êtes le diable et que vous pouvez faire du mal, et qui va vous attaquer. Bon, ben, il va falloir l'arrêter, ce patient, pour le protéger, puis aussi protéger les autres dans le service. Par moments, c'est tellement compliqué qu'on en arrive à la contention, à l'isolement. Hein. C'est
pratique de dernier recours, mais c'est des choses qui arrivent aussi. C'est pour ça que je pense qu'il faut vraiment les encadrer. Donc c'est important effectivement quand vous avez votre patient, surtout qu'à ce moment-là, quand vous êtes arrivé, c'est quelque chose que les soignants n'aiment pas faire. Hein. C'est la contention, l'isolement, c'est en principe c'est un échec pour nous, hein, c'est l'échec de la rencontre et de la relation, ou l'échec de voilà, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris chez le patient dans ses besoins. Donc on n'aime pas faire ça, on n'aime pas recevoir des coups, on n'aime pas être dans une position de contrainte, on est plutôt dans une position les soignants maternante, hein, contenante, maternante. On fait du lien, voilà. Et quand on en arrive là, bon, on n'est pas satisfait, surtout si ça se passe pas bien, si le patient s'agite, s'il vous frappe, s'il a frappé d'autres personnes, que l'équipe de sécurité arrive. Donc une fois qu'on l'a mis dans la chambre, qu'on l'a contentionné, qu'on lui a donné les thérapeutiques, on ferme la porte et on se dit ouf. Maintenant, on va aller un peu respirer, parce que c'est un traumatisme pour le patient, mais c'est un traumatisme aussi pour le soignant, quoi, et pour l'équipe. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'après, on va avoir du mal à se détacher de ces symptômes-là, et on va avoir du mal à imposer l'idée qu'il faut qu'il sorte ce patient de cette chambre d'iso. Hein. Ça va nous prendre un peu de temps. Donc oui, toujours la santé publique, donc un infirmier, un soignant, surveiller les personnes en chambre d'isolement, et il évalue aussi les engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier et le patient, parce qu'on va voir un peu ce qui a changé. Bon, ça je vais passer pour aller un peu plus vite. Vraiment, dans les pratiques de contention et d'isolement chez les soignants, il y a 6 stratégies, 6 principes de base qu'il faut retenir. Il faut une cohésion en équipe, donc il faut y avoir réfléchi. Il faut que tout le monde ait réfléchi sur cette problématique, surtout si ça n'est une. Il faut qu'il y ait du raisonnement clinique, et ça les infirmiers ils savent faire. Normalement, en 3 ans, on leur a appris à raisonner cliniquement. Et ça, en principe, mais c'est toujours intéressant de le mettre en action, ce raisonnement clinique. Il faut de la formation. C'est pas le seul levier. Hein. Moi, je préfère vraiment utiliser le raisonnement clinique, mais il faut de la formation aussi. Par exemple, à des gestes de self-défense. Voilà. Mais c'est pas adapté à tout le monde. Moi, j'étais un infirmier, j'étais pas un gamin qui se battait, j'aime pas me battre, j'allais pas me battre avec les patients, parce que j'étais pas là pour ça. Mais et même me défendre aurait été compliqué. Quand il y avait une agitation, j'y allais parce que je savais ce qu'il fallait faire. Mais moi, la formation au self-défense m'aurait servi à rien. J'en ai fait une d'ailleurs, ça m'a servi à rien, quoi, parce que je ne vais pas. Moi, j'essaie de calmer autrement, quoi. Hein. Mais en tout cas, il faut de la formation. Utilisation des outils d'aide à la gestion de la violence, intégration des usagers, et c'est ça qui est intéressant. Maintenant, dans beaucoup de colloques, on fait intervenir des patients qui viennent témoigner d'une mise ou plusieurs mises en chambre d'isolement et de contention. Et ça, c'est intéressant, parce qu'ils vivent ce moment comme vraiment, on comprend le traumatisme. Hein. Vous, ça peut faire partie en tant que soignant d'un quotidien. Vous comprenez que c'est traumatique, mais quand le patient, des années après, stabilisé, vient vous en parler, vient expliquer à un auditoire ce qu'est, comment ça se passe quand une équipe arrive, quelqu'un arrive dans votre chambre, vous amène, vous saisit, vous amène dans une autre chambre, vous attache sur un lit, comment on peut aussi ça, tout ce qui, tout ce qui se passe dans la tête du patient. Et le débriefing, c'est-à-dire qu'il faut débriefer en équipe, ça c'est très bien, mais aussi avec le patient. Hein. Une fois qu'on a mis quelqu'un en chambre d'isolement, qu'on l'a contenu, on en parle à l'équipe, hein, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là, comment vous avez ressenti ça, hein, pour pouvoir dire plus jamais ça, quoi. Hein, si c'est l'interne ou le médecin, la prochaine fois, il va falloir quand même on réfléchisse. Voilà. On essaie de reprendre un peu la situation, puis peut-être aussi entre nous, dire ça va pas là, pourquoi on est arrivé là avec ce patient alors que d'habitude, on gère ça autrement. Hein. Pour que ça ait du sens clinique aussi. Hein. Alors, pour vous dire juste, on n'est pas les seuls, hein, puisque surtout on est influencé par les autres pays, puisque alors je ne me ridiculiserai plus. J'ai décidé qu'à mon âge c'était fini, je ne parlerai plus anglais, hein, donc vous lirez vous-même hein, la position de l'EN-USP. Vécu traumatique des mesures de contrainte, ça c'est sûr. Interventions forcées ne sont ni efficaces ni sécurisantes pour les patients. Elles le sont peut-être pour nous, mais pas pour les patients. Les droits universels de l'homme sont bafoués. Voilà, ça c'est un constat, c'est une réalité, même si on ne veut pas, même si on va réparer après, en tout cas ils sont bafoués.
Cette association est en faveur d'une abolition de la contrainte. Certains pays y sont arrivés. Et nous, on va y aller, on y va. Bon, j'en suis persuadé, je pense que c'est une bonne chose. Et on demande une réparation. L'expérience islandaise, c'est un pays un peu extraordinaire, hein, c'est vrai qu'ils ont, voilà, ils arrivent à faire plein de choses. Hein. Ils ont aboli la contention mécanique. Technique de défense de contrôle et de contention physique, salle de désescalade, augmentation du nombre de personnel, ben c'est ça. C'est que dans les services difficiles type urgence psychiatrique, c'est un ratio un soignant, un patient. On en est loin, on n'est pas là encore. Hein. Et appel aux forces de l'ordre. Voilà, ça aussi. Peut-être pour séparer aussi. Hein. Ce qui appartient à la loi, c'est la loi. Ce qui appartient aux soins, c'est les professionnels du soin. Et entre 2003 et 2010, ils ont eu 3,7 des hospitalisations sous contrainte. Voilà. Et là, l'UNAFAM, j'en parle, c'est une association de familles qui ont des enfants ou des proches qui ont des soins en santé mentale et en psychiatrie. Une association très intéressante, très riche, très soutenante pour entre eux, vraiment les parents ou les amis. Les conjoints qui les rencontrent lorsque ils ont un problème avec leurs proches, sont vraiment très aidés, sont très actifs aussi un peu dans le lobbying, hein, mais de façon très positive. Et c'est eux aussi qui nous ramènent régulièrement, nous disent voilà, votre chambre d'ISO, ok, bon, c'est une chambre d'ISO, voyez, mais le patient ne peut pas avoir l'heure. Il n'y a pas de pendule. Comment il se repère? C'est des choses, vous oubliez ça. Hein, et pourtant, quand vous êtes attaché des 4 membres dans un lit, que vous devez trouver le temps long au bout d'un moment. Déjà quand ça va pas, vous le trouvez long, et quand ça commence à aller mieux, vous allez encore le trouver plus long. Hein. Alors, de toute façon, je laisse les PowerPoint à disposition si jamais. Bon, conclusion donc, des disparités locales et une nécessité d'avancer par rapport à ça. Alors, je vais essayer. Alors, le deuxième. On va aller vite aussi. Hein. L'idée, c'est que vous puissiez peut-être me poser des questions, s'il y en a. Donc, l'HAS a fait des recommandations en 2017. Et là, j'insiste vraiment auprès des étudiants. Évidemment que l'histoire de la contention et de l'isolement ne s'aborde pas qu'à travers le CM, le cours magistral que je fais. Hein, il y a des UE maintenant, la 4.2 et la 2.6 pour ceux qui sont oui, je vois que ça parle à certains. Les soins relationnels et les processus psychopathologiques qui sont régulièrement déroulés pendant 3 ans, hein, où on reprend tous les aspects relationnels du soin. Voilà. Alors, on va avancer. Je vais passer peut-être les définitions, hein, parce que vous les aurez. L'objectif de ces recommandations de bonne pratique, c'est de déterminer la place de l'isolement et de la contention en psychiatrique pour l'améliorer, l'harmoniser, au moins qu'on fasse un peu tous les mêmes choses. Ça concerne la psychiatrie générale, les UMD, unités de malades difficiles, tous les lieux où, parce qu'on va le voir, il n'y a pas qu'en psychiatrie qu'on contentionne. Hein, d'ailleurs, bon. Et affirme une pratique d'exception de dernier recours. Donc, pour vous dire, une prescription de contention et d'isolement se prescrit initialement pour 6 heures. Donc ça doit être réévalué au bout de 6 heures. L'équipe soignante, hein, qui va interpeller le psychiatre, là, je vais l'expliquer, hein, pour faire cette prescription, peut lever la mesure de son rôle propre à tout moment. Hein. Elle va le signaler, mais si elle estime que le patient va mieux et qu'il peut sortir, vraiment que c'est apaisé, elle n'a pas besoin de faire venir le psychiatre pour ça. Hein. Elle peut dire, voilà, j'ai décidé, voilà. Préconise 2 évaluations médicales par 24 heures. Ça, c'est encore un peu difficile à obtenir, surtout parce qu'on manque de médecins psychiatres aussi. Hein, voilà. Et puis les week-ends, les nuits, c'est encore plus compliqué, parce que c'est bien sûr dans ces moments un peu spéciaux où se passent les choses un peu spécifiques aussi. Il faut un équipement de réanimation, chariot d'urgence. Ça vous paraît tellement évident, mais je peux vous dire qu'il y a des services de psychiatrie où, voilà, on n'avait pas. Hein. Donc il faut effectivement pouvoir réanimer un patient, hein, faire un massage cardiaque, enfin voilà. Et même si c'est pas l'équipe qui va le faire, qu'en fait les équipes qui vont intervenir puissent avoir le matériel.
Alors, la prise en charge du patient nécessite une surveillance physique et une interaction relationnelle. Une interaction relationnelle. C'est-à-dire que pour surveiller ce patient, comment voir s'il va mieux, il faut aller lui parler. Et pas se contenter d'une surveillance vidéo, une surveillance vidéo. Et c'est parce que ça, vous n'y serez pas tout le temps devant la vidéo. Déjà, et on a déjà vu des patients attenter à leur jour et y réussir, se pendre en chambre d'isolement. C'est très facile de se pendre. On peut tout vous enlever, vous restez un bout de drap, un pyjama, c'est bon, ça suffit. Il faut peu de choses pour... voilà. Et c'est des choses qui sont arrivées alors qu'il y avait la caméra, mais personne n'était devant à ce moment-là. Et puis une caméra aussi, quand vous voyez la personne qui ne bouge pas dans son lit, vous dites, bon, elle doit dormir. Ça ne vous indique rien. Alors c'est bien pour vous aider, mais ça ne remplace pas la surveillance. Et la surveillance passe par le contact. On va dans la chambre et on parle au patient. On va l'interroger. Excusez-moi, je vous parle comme à des étudiants. Vous avez intérêt à faire ça. Donc, il faut informer le patient à l'initiation. On va vous mettre en chambre d'isolement parce que là, ça ne va pas. On voit bien que vous n'allez pas bien. Vous avez frappé un patient, vous avez frappé mon collègue. Voilà. Et on va aussi expliquer ce qu'on attend pour qu'il puisse en sortir. Quand vous punissez un enfant ou que vous êtes dans l'éducation, vous allez expliquer à cet enfant ou à la personne comment elle doit faire, comment elle doit se comporter pour être dans le bon comportement. Le patient, c'est pareil, vous ne pouvez pas lui dire vous êtes agité, on vous met en chambre d'iso, ça c'est une sanction, c'est une punition, c'est pas du soin. Ce qu'on attend de vous, là, c'est que vous vous calmiez, que vous réorganisiez un peu plus les idées dans votre tête, que ça s'apaise un peu. Voilà. Et quand on aura vu ça, là, on viendra vous chercher, on sortira de la chambre, on vous détachera. Il faut expliquer. Mais c'est des fois difficile aussi parce que dans l'action, on veut tellement pas être dans cette action de soin-là qu'on n'y pense pas, on oublie. Mais il faut le faire. Les modalités, on va vous surveiller régulièrement, on va vous donner tel traitement pour vous apaiser, faire tel examen. Et on va informer la personne de confiance. Vous n'êtes pas seul, voilà, on va informer quelqu'un, ne vous inquiétez pas, parce que lui, dans son délire, le patient aussi peut s'imaginer, ça y est, c'est fini, il est enfermé, les extraterrestres ont eu gain de cause, voilà, Alors, la contention mécanique ne peut s'exercer que dans le cadre de mesures d'isolement. On ne peut pas attacher un patient qui n'est pas en chambre d'isolement. Là, voilà, je vois les quelques visages peut-être de soignants là qui se... Ah, mon Dieu, ciel. Et oui. Et alors la suite va vous faire... Là, vous allez me dire, vous allez regretter que je sois venu. Ne peuvent être isolés que les patients faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement. Donc un patient en psychiatrie que vous allez isoler, contentionner pour X raisons, valable, il faudra le passer en soins sans consentement, parce que forcément, si vous allez le mettre en chambre d'isolement, il ne sera plus d'accord. Voilà, c'est pas... Moi, j'ai vu des patients demander à aller en ISO, parce qu'ils savent que ça va les contenir. Ils disent, voilà, tu vas m'y enfermer 1 heure. Voilà, mais ça, c'est différent. Donc, quelqu'un que vous mettez en isolement, il faut se dire, voilà, il faut le mettre en soins sans consentement, c'est-à-dire qu'il faut chercher un tiers. Je passe les procédures qui sont très spécifiques que vous verrez peut-être. Mais ça veut dire tout ça. Et ça veut dire que si je l'attache, il faut qu'il soit en chambre d'iso. Donc, quid des personnes qui sont attachées dans des services généraux, des personnes âgées, des personnes en réanimation, parce qu'elles risquent de s'arracher des dispositifs médicaux très importants. Merci. Et voilà, tout ça, ça pose des questions. C'est-à-dire que quand on n'est pas dans ce cadre-là, on n'est pas dans la loi, on n'est pas dans les bonnes recommandations. Ça ne veut pas dire qu'on est hors la loi, je vais vous l'expliquer. Mais on n'est pas dans les clous, quoi. Et il va falloir travailler pour arriver à rentrer dans ces clous. La contention mécanique doit être faite dans un espace d'isolement prévu et dédié à cet effet. Voilà. Et les contentions et isolements de plus de 24 heures doivent être exceptionnels aussi. Voilà. Il faut pas non plus, faut vraiment penser, dès qu'on met une personne en contention, en isolement, qu'on va lever, cette contention. Alors, bon, ça, vous l'aurez.
Évaluer aussi les risques, ça fait partie du rôle des soignants, et le risque suicidaire, d'automutilation, de confusion lié au traitement, risque métabolique. Une température entre 19 degrés et 25 degrés. 19 degrés, sans bouger dans un lit, vous êtes attaché, avec un drap dessus, vous avez froid. Hein. Vous avez vraiment mal le vivre. Hein. Voilà. Le psychiatre, là, il y a tous les rôles des soignants du psychiatre. Les techniques de désescalade, mais ça vous l'aurez sur le PowerPoint. La traçabilité. Vous devez donc, tout le soignant, voilà, j'explique à mes étudiants, vous devrez, pour votre responsabilité, tout tracer. Information clinique, justifier le dernier recours. Pourquoi on en est arrivé là? Il me faut une cible. Hein, vous faites une cible, voilà, les actions, qu'est-ce que vous avez entrepris avant de le mettre en isolement? Parce que s'il y a un problème, on ira regarder. Voilà. Et le psychiatre va vous le demander. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Il devra le noter lui-même. Hein. Modalité de surveillance, mode de traitement pharmaceutique, consignes et soins, tout incident et tout acte doit être noté. Voilà. Lors de ma visite de certification, le visiteur m'a dit ben, « Vous avez des isolements, vous ?» Oui. Heureusement, j'étais dans un service qui en faisait peu. Mais ben, on va reprendre tous ceux de l'année passée. Il les a repris. Et on a passé heure, jour par jour, patient par patient, heure par heure, si tout avait été tracé et noté. Et il m'a pointé, ah, là il manque une heure. Ah, là, voilà. Et ça, c'est des motifs qui peuvent vous valoir des recommandations quand même aussi. Hein. Donc, c'est surveillé, il faut le savoir. Et c'est très bien. Entretien avec le patient, aussi après. Donc, analyse clinique transcrite. Comment vous pourriez faire la prochaine fois pour ne pas réagir comme ça? Hein, on recueille aussi le vécu en entretien individuel et on en reparle aussi en équipe. Ça, c'est les recommandations, c'est très important. Alors, voilà. Je voulais terminer vraiment par... alors, si je vais vous montrer la feuille de traçabilité. Et après, je vous laisserai me poser des questions si vous en avez. Voilà, fiche de surveillance. Alors, c'est ce petit document, très sympa, intitulé « Fiche de surveillance, contention et isolement ». Donc, vous avez la date de mise en isolement, voilà. Je vais remonter un peu, excusez-moi, je n'ai pas trop l'habitude. Donc, la décision médicale initiale, voilà. Les circonstances de la survenue, les indications, les troubles antécédents, tout ce qui a été fait, la prescription, les éléments de surveillance, le type de contention, et voilà. Et après, vous remplissez le jour, heure 1, heure 2, heure 3. Voilà. Si ça dure plus de 24 heures ou une semaine, vous voyez, il faut tout, voilà, à chaque fois. Mais ça, c'est normal que les soignants tracent leurs soins. Il ne faut pas être étonné de ça. Hein, mais voilà, c'est quelque chose maintenant. Moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'on ait quand même formalisé au moins cette surveillance. Hein, pour aussi rappeler aux soignants que c'est pas un soin, c'est quelque chose de particulier et qu'il faut en sortir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Gay. Je pense que, étant donné l'heure, on va passer directement aux questions, si ça vous va. Comme ça, après, on prend un petit quart d'heure pour échanger avec Monsieur Gay avant d'aller manger. Bon, je vais encore causer. Oui, je voulais reprendre et insister sur le fait que c'est la relation de soins qui fait contention, d'abord. Et c'est important, effectivement, que ce soit d'abord elle qui fasse contention. Et surtout avec les psychotiques. Effectivement. Mais pas que, hein. Mais pas que. Mais pas que. Oui. Ah oui, absolument. Oui, et puis intervenant en prison, je peux vous dire qu'effectivement, là, effectivement, il faut effectivement mettre en place une relation qui contienne l'agressivité ou la souffrance de la personne que j'ai en face. C'est ça, c'est fondamental et c'est premier. Et c'est le plus difficile. C'est effectivement la capacité du soignant à s'ouvrir à l'autre. Mais à partir du moment où je m'ouvre à l'autre, je ne sais pas ce que j'ouvre. Je ne sais pas où je me mets en danger.
je me mets en danger parce qu'effectivement, m'ouvrant à l'autre, je lui offre la possibilité de capter chez moi quelque chose qui va l'aider. C'est ça l'échange, le lien. Il va capter quelque chose chez moi qui va l'aider, mais ce qu'il va prendre et qui va faire lien, je ne sais pas ce qu'il prend. Oui, ça ne nous appartient pas non plus. Oui, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord. Non, je ne sais pas. Et c'est là où il y a le risque du soignant, effectivement. Mais c'est un risque qui doit être assumé. Si je ne l'assume pas, je ne suis pas soignant. Mais c'est ce qu'il faut comprendre. En fait, souvent on dit la mise en chambre d'isolement a réussi, le patient a réussi à être contenu, il s'est rassemblé, mais c'est pas ça qui contient. Vous mettez en isolement, vous allez vous calmer au bout d'un moment. Et encore que bon, l'histoire nous montre des fois que ça prend du temps et que c'est pas la solution. Mais ce qui est contenant, quand on parle de contenance en psychiatrie, en soins psychiatriques, on parle énormément de contenance. Mais ce qui est contenant, c'est la relation. Effectivement, c'est la rencontre. C'est ça qui est contenant. C'est la fonction alpha du soignant, c'est qui va expliquer au patient. Vous êtes les appareils psychiques. Voilà. Là, je vois que vous n'allez pas bien, monsieur. Là, vous avez tout cassé. Vous n'avez pas le droit, d'ailleurs. Ouais, on rappelle. La fonction alpha, de façon très courte et très simpliste, je m'excuse, mais c'est Bion, psychanalyste, et c'est la maman, quand le bébé pleure, qui dit « Oh, ben qu'est-ce que t'as, mon chéri, tu pleures, tu dois avoir ta couche sale, mais maman est là. » Voilà. Et tout ça, le bébé l'introjecte comme quelque chose de positif. Chaque fois qu'il pleure, c'est parce qu'il a un besoin qui n'est pas satisfait. La voix rassurante est là, contient, explique, et ça va mieux. Et au bout d'un moment, il comprend les mots. Bien sûr qu'il ne comprend pas au départ là, que c'est la maman, que voilà, les mots veulent dire ça. Mais petit à petit, on se construit psychiquement. Et le soignant, c'est ce qu'il fait. C'est ça. On est dans la relation, on contient. Et s'il y a une relation, s'il y a une rencontre avec le patient, vous aurez forcément moins de risques qu'il y ait une contention, un isolement, parce que vous aurez plus de facilité de désescalade. Vous pourrez dire, mais qu'est-ce qui se passe, Jean-Pierre, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? On en a parlé. Ouais. C'est la relation vraiment la base dans la contention. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce qui est important maintenant, c'est effectivement, il faut encadrer ces pratiques. Il faut se dire que peut-être, il y en a trop. On est trop dans la contention. On le dit, on le sait maintenant. La formation des ISP, des infirmiers en soins psychiatriques, ils sont partis à la retraite, ces aînés qui nous ont formés. Et il y a des savoir-faire qui ne sont plus enseignés, des savoir-être qui se sont perdus. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on retrouve ces pratiques. C'est pour ça que ces pratiques ont augmenté. Donc il faut rappeler effectivement que le sens premier du soin, c'est la rencontre et la relation en psychiatrie. Justement, vous parliez, je suis là. Oui. Par rapport à la contention mécanique, oui. Mais la relation, quand vous contentionnez avec des produits chimiques, comment ça se passe pour maintenir cette interaction relationnelle? Parce que vous pouvez avoir les deux, vous pouvez avoir un patient qui est en isolement avec une contention mécanique, oui, et avec une contention chimique. Alors, à partir du moment où il a une contention mécanique, il faut qu'il ait une contention chimique. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que c'est pas humain sinon. C'est-à-dire que vous n'avez pas, si en plus vous attachez quelqu'un qui est agité, parce qu'en principe c'est que vraiment il y a quelque chose qui va pas, et que vous le calmez pas, que vous lui permettez pas de dormir ou que le temps passe moins vite, là, d'un point de vue, alors ça peut se discuter, mais d'un point de vue éthique, là, voilà. Alors, la relation, quand vous êtes à un moment de contention et d'isolement, la relation, il faut qu'elle continue, mais elle va être mise un peu entre parenthèses. Vous comprenez bien là que le patient, déjà, il va vous vivre peut-être comme un mauvais objet. Vous êtes celui par qui, c'est arrivé. Et c'est d'où l'importance de l'avoir rencontré avant ce patient, d'avoir pu créer une alliance thérapeutique. Dans le cadre thérapeutique, vous savez, le cadre institutionnel, le cadre thérapeutique, et dedans se joue le processus thérapeutique. Si vous êtes dans ce processus, vous pourrez le reprendre après. C'est pour ça que c'est l'importance du débriefing. Alors Jean-Pierre, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Déjà, si ça n'est pris à quelqu'un de l'équipe ou à vous, il va s'excuser. C'est ce qui se passe la plupart du temps. Ou alors il continue à être délirant, quoi. Voilà. Et comment peut-on faire? Alors c'est vrai que sur le moment, la contention chimique, l'anxiolisation va permettre à la personne de dormir. Après, les traitements neuroleptiques, antidépresseurs et anxiolytiques, normalement, n'empêchent pas la relation.
ils permettent de la retrouver. On stigmatise beaucoup le traitement neuroleptique, mais imaginez, on ne serait plus dans le contexte de soins psychiatriques qu'on connaît actuellement s'il n'y avait pas les neuroleptiques, on serait à l'asile encore. Hein. Avant l'arrivée des neuroleptiques, 1952, premier neuroleptique, les asiles, c'était vraiment des endroits fermés, vous n'y alliez pas, quoi. Et quand vous y alliez, vous n'en sortiez pas. Hein. C'était le cri, la fureur, les coups, parce il n'y avait rien pour soigner ces patients. Alors effectivement, on a reproché après à ces neuroleptiques de les sédater, d'avoir toujours cette présentation. Ils vivaient avec un délire. Vivez avec des voix que vous pensez réelles, hein, qui vous insultent, ou qui vous disent que vous êtes le mal, ou enfin voilà, vivez avec ça. Et donc, alors, les thérapeutiques vont vous aider dans la relation, mais il faut les connaître. Voilà, par contre, là, il faut être un peu avoir appris les psychotropes. Et quand on anxiolyse à visée anxiolytique, c'est vraiment pour que le patient, voilà, il puisse dormir et se calmer, quoi. Parce que s'il est dans un état d'agitation et de fureur, il faut qu'il se calme. Juste ce que je voulais dire, par rapport au service où justement vous contentionnez, parce que vous êtes en soins continus, en réanimation, que le patient est confus, sédaté et qui risque de s'arracher des dispositifs hyper importants, bien sûr que vous êtes hors là, on n'est pas dans les clous. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut, voilà, c'est parce qu'on ne peut pas faire autrement, ça se justifie. Mais il faut pouvoir l'écrire, ça. Il faut pouvoir le justifier sur des transmissions, sur une cible. Les soignants le savent maintenant, pour mettre des barrières, lever des barrières dans un lit, il faut que ce soit prescrit. Hein, c'est pas simplement dire, ah ben tiens, la mamie, elle risque de se casser la gueule, je lève les barrières et puis moi je suis tranquille. Sauf que elle y est passée entre les barreaux, elle s'est étranglée, voilà, hein, c'est ce qui se passe, ça c'est la réalité. Donc quand on n'est pas dans ce cadre-là où on peut contentionner quelqu'un en chambre d'ISO, il faut peut-être poser la question au cadre du service et aller au médecin responsable, dire comment on réfléchit, nous, comment on pourrait faire autrement, ou comment on justifie tout ce qu'on fait. Parce que bon, on est quand même dans le soin, dans le vrai. Hein, on n'a pas envie que un cath artériel soit arraché parce que c'est compliqué pour le patient, ça nous permet d'avoir des éléments cliniques hyper importants, lui d'avoir des thérapeutiques, donc il faut y aller, quoi. Mais comment on arrête de banaliser ça? Je crois que c'est ça qui est important, remettre ces pratiques-là hors du soin, mais avec dans l'idée du soin et dans la posture du soignant. Hein, c'est ça on ne reprochera jamais à une équipe d'avoir pensé sur un sujet, sur des thématiques qu'elle ne maîtrise pas. Au contraire, on dira c'est même l'esprit de la certification. Hein. On va vous dire vous êtes là, effectivement, vous êtes un peu en difficulté, mais votre service ne vous permet pas de faire autrement, et l'architecture, tout ça. Et on voit en plus que il y a un groupe de travail sur ça. Vous avez essayé de faire des recherches. Alors, pour les infirmiers qui sont dans la salle, le raisonnement clinique, le plan de soins type, hein, on ressort Thérèse Psuc, le trifocal, raisonnement trifocal. Tout ça, c'est des méthodologies qui n'ont pas été créées simplement pour vous embêter pendant 3 ans. Hein, à comprendre ce qu'est un patient, mais qui peuvent vous aider aussi à formaliser des projets de soins, hein, et à formaliser vos actions de soins. Voilà. Et ça, il ne faut pas hésiter.